Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 septembre 2022. Alors, je n'ai toujours pas eu de nouvelles du dit propriétaire de cette bibliothèque stalinienne, néo-stalinienne, en tout cas consacrée à Joseph Staline. En fait, j'ai l'impression, que oui, non, il avait ce propriétaire qui n'était pas celui qui me vend les livres. C'est, je pense qu'il nourrissait une obsession. En fait, oui, il nourrissait une obsession. Et je pense que une partie importante de son travail intellectuel, de sa réflexion intellectuelle, consistait à accumuler des preuves contre le système soviétique et dont Joseph Staline était le grand penseur, le grand concepteur. Alors, c'est curieux, une obsession pareille, mais dans le lot, comme je vous le mentionnais, il y avait plusieurs ouvrages de la littérature des camps, mais soviétiques, les camps soviétiques. Depuis l'adolescence, j'ai le ressenti de vivre dans des temps post-hitlériens. Est-ce à cause des lectures que j'ai faites très tôt, dans cette dite adolescence, ou encore du bagage cinématographique? Je passais, je passais beaucoup de soirées dans un cinéma de répertoire, le cinéma Outremont, pour ne pas le nommer, sur la rue Bernard. Et j'allais au cinéma au moins 3 fois par semaine, à partir de 12 ans à peu près jusqu'à 17-18 ans. C'est ainsi que j'ai vu les films de Kubrick, pour lesquels j'avais, et j'ai encore une sorte de vénération presque. J'ai vu les films de Fellini aussi dans un autre registre. J'ai vu les films de Pasolini. À 16 ans, je suis sorti sous le choc après avoir vu Salo, les 120 jours de Sodome et Gomorrhe, et ce qui m'avait amené également à lire les écrits corsaires du même Pasolini. Alors assez tôt, dans l'adolescence, Robert Altman aussi, pour qui j'avais énormément d'estime, dans mes cinéastes préférés. Et donc, assez tôt, à l'adolescence, j'ai pensé, oui, Nuit et brouillard également, d'Alain René, texte de Jean Quérol. Alors, assez tôt dans l'adolescence, j'ai conceptualisé vivre dans des temps post-hitlériens. Et je notais ici et là les signes de la victoire posthume d'Adolf Hitler. Euh, la banalisation de l'avortement, par exemple. Jamais je ne pense qu'il, jamais je penserai qu'il faudrait retirer ce droit légitime aux femmes. Mais je ne croyais pas non plus que c'était la meilleure des solutions. Une éducation sexuelle réelle m'apparaissait à l'époque, et toujours encore aujourd'hui, plus appropriée. Un partage aussi des moyens de contraception. La recherche dans ce domaine-là, pour ce qui est de la contraception masculine, me semble plutôt poussive, me semble accuser d'énormes retards. Et je pense que les hommes auraient tout intérêt à avoir le contrôle sur leur propre capacité de se reproduire, incidemment. L'euthanasie, l'agisme, l'euthanasie que je voyais venir. Hein. J'avais vu aussi Soleil vert, que vous avez vu, 1972. Hein. Et ça se déroule en 2022, Soleil vert. Un film assez prophétique. J'avais également lu George Orwell, j'avais lu Aldous Huxley. Bref, en fait, à 18 ans, j'avais tous les outils nécessaires pour
comprendre le monde dans lequel j'étais. Et ce monde-ci, oui, je vous disais que j'avais l'impression d'être que nous étions dans un monde post-hitlérien, mais quand on sait que Staline est le principal et celui qui a le mieux défini les camps et le fonctionnement des camps, les nazis n'ont fait que perfectionner et avec plus d'efficacité aussi, ont mis en place un système concentrationnaire plus à point. Et Staline, son règne, il est mort dans son lit, n'est-ce pas? Tandis qu'Hitler, son avancée a été fulgurante et sa chute l'a été tout autant. Tandis que Staline a mis en place minutieusement, précautionneusement, un système totalitaire imparable et qui a tenu le coup d'une certaine manière jusqu'à la glasnost de Gorbatchev, qui lui-même ne voulait pas, voulait réformer le système soviétique pour le garder. Son projet n'était pas de mettre à terre le système. C'était de le réformer pour le conserver. Alors oui, est-ce qu'il me viendrait à l'esprit de dire que nous sommes entrés dans des temps post-staliniens, par exemple? Ce qui serait fort à propos d'une certaine manière, d'autant que ce qui se passe en Russie en ce moment, les moscovites, les jeunes moscovites qui s'opposent à la mobilisation partielle, font preuve d'un courage équivalent à celui des soldats ukrainiens. Sauf qu'ils sont bien seuls. Et oui, je pense que le Canada, le Québec, c'est assez épouvantable. Ça, c'est une preuve aussi supplémentaire de notre aliénation. Nous sommes en campagne électorale pour élire le prochain premier ministre de notre province entre guillemets, et la question de l'Ukraine est complètement évacuée, car c'est de compétence et de juridiction fédérale. Si un bel exemple de notre aliénation, c'est bien celui-là. Nous sommes peut-être à la veille d'une déflagration planétaire, mais ça ne relèvera pas de notre compétence. C'est quand même assez invraisemblable. Oui, le Québec, sans doute, aurait la même politique étrangère face à cette agression russe en Ukraine, mais le silence, l'incapacité à dire, l'incapacité à se positionner, en fait, c'est pas nous qui décidons, et c'est hors de notre champ de vision, prouve assez notre aliénation. Alors aujourd'hui, dans ces cartons de livres, j'ai trouvé assez peu de documents témoignant de l'expérience concentrationnaire du côté allemand, du côté nazi. Sauf quelques-uns éparses, mais Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, j'ai souvenance de lui avoir consacré peut-être une ou deux vidéos sur, peut-être il y a une dizaine d'années. Ça va faire 11 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça va faire 11 ans là, dans quelques semaines. Et bon, j'ai eu une période où j'ai cessé d'en faire parce que j'ai révolutionné ma vie. Bon, ça arrive des fois que l'on se doit de révolutionner sa vie. Alors j'ai trouvé, et je sais que j'ai 1 ou 2 tomes de ça, Auschwitz, et après, les 3 tomes que je vous montre. Attendez. Et d'ailleurs, je lis en 4e de couverture que François Bott de l'Express, il y a un extrait d'une critique de François Bott qui, incidemment, est décédé aujourd'hui. Voilà.
Et c'est un écrivain que j'ai un peu fréquenté, non pas sur le plan personnel, mais sur le plan des livres. Et c'est quelqu'un de plutôt à la fois léger, à la fois ironique, euh, un amateur du grand siècle, me semble-t-il, de Madame de Sévigné, si ma mémoire est bonne. Bref, quelqu'un qui aime les lettres, mais les lettres, les échanges de lettres, l'art épistolaire. Et quelqu'un qui ne faisait pas de gros livres aussi, hein, des livres plutôt aérés. Ça aussi, on peut... des écrivains comme ça qui ne sont pas lourdeaux. Ils ne nous offrent pas des pavés, de lourds pavés. Et leur compagnie ne nous pèse pas. Cioran, par exemple, est ce type d'écrivain que l'on peut fréquenter ici et là sans trop s'en faire. En fait, il ne faut pas s'en faire avec Cioran. Alors oui, et les trois tomes, aucun de nous ne reviendra. Une connaissance inutile et mesure de nos jours. Alors Charlotte Delbo, elle est née en 1913, elle est morte en 1985. Elle s'est engagée dans la résistance avec son mari, Georges Dudac, et ce dernier s'est fait capturer par les nazis et il a été fusillé en 1942, tandis que Charlotte Delbo, elle, a été transférée dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, et après la libération, elle a survécu, elle a été envoyée au camp avec à peu près 270 femmes et une cinquantaine est revenue. Une cinquantaine est revenue vivante des camps. Et par la suite, elle a écrit 6 ouvrages pour témoigner de son expérience des camps. Alors ça, et j'ai lu un de ceux-là, j'ai lu le premier tome, il y a déjà une bonne quinzaine d'années. Aucun de nous ne reviendra. Et j'ai conservé, et c'est ça aussi qui est étonnant dans la lecture. En fait, j'ai pratiquement rien retenu. Parce que de l'expérience littéraire des camps, on ne reçoit pas de connaissances à proprement parler. Si l'auteur ou l'autrice a cette capacité de susciter en nous une forme d'émotion, une émotion intense, de faire de telle sorte que l'on puisse ressentir le froid dans ses membres, la faim tenace, inapaisée, l'horreur permanente, quotidienne, existentielle. Et aussi, comme l'a montré non pas cette rescapée parce qu'elle n'a pas survécu, Etty Elysium, qui trouvait le moyen d'apprécier un rayon de soleil, un rayon de soleil traversant la surface meuble des camps. Trouvait le moyen de faire de ces tout petits riens qui peuvent apporter pendant quelques secondes, quelques minutes, un soulagement dans l'expérience vécue de l'horreur. Alors, Delbo, elle raconte, et cette image m'est restée, et cette image, non seulement m'est restée, mais elle s'est également télescopée avec une autre image, mais celle-ci photographique. Donc, la première image, elle raconte, dans Aucune de nous ne reviendra, la sororité qui pouvait exister dans les camps. Alors, elles étaient un petit groupe de femmes qui subissaient à la fois les morsures du froid et à la fois les morsures de la faim. Elles étaient tenaillées par une faim inextinguible. Et
afin de se réconforter et de réchauffer leurs membres endoloris, elles s'agglutinaient, elles se blottissaient les unes contre les autres pour retrouver une forme de chaleur quasi animale. Alors on imagine la scène, 4-5 femmes qui, qui, qui se blottissent, qui forment une masse compacte et qui réussissent à la fois à se consoler et à la fois à se protéger les unes les autres et à la fois à se réconforter et aussi à ne pas subir les assauts du froid. Alors cette image aucune de nous ne reviendra, eh bien c'est l'image que j'ai retenue. Un groupe de femmes se blottissant les unes contre les autres. Et à l'inverse, j'étais incapable d'imaginer un groupe d'hommes en faire autant. Et c'est ici que le télescopage a lieu. Une photo que vous avez tous vue ou qu'on a tous vue, les soldats allemands en Russie, morts de froid, éparpillés, les corps éparpillés, loin des uns et des autres. Et on n'imagine pas les soldats allemands s'agglutinant, se protégeant du froid mordant. On ne les imagine pas. Et l'image que l'on a, qui nous est restée, eh bien, c'est des corps dispersés ici et là sur la neige durcie. Il n'y a pas de sororité ici, il n'y a pas non plus de fraternité. Et ça, en fait, c'est l'image que j'ai retenue du livre de Charlotte Delbo. Ce que je vous lis, un poème tiré de Mesures de nos jours. Non, pas le... Oui, Mesures de nos jours. Non, c'est Aucun de nous ne reviendra. Non, je pense que je vous lirai rien. Attendez. J'en avais repéré un. Une connaissance inutile est consacrée à... Ouais, tenez. Est consacrée à son mari, Georges Dudac. Yvonne Picard est morte, qui avait de si jolis seins. Yvonne Bleck est morte, qui avait les yeux en amande, et des mains qui disaient si bien. Mounette est morte, qui avait un si joli teint, une bouche toute gourmande, et un rire si argentin. Aurore est morte, qui avait des yeux couleur de mauve. Tant de beauté, tant de jeunesse, tant d'ardeur, tant de promesses, tout un courage des temps romains. Et Yvette aussi est morte, qui n'était ni jolie ni rien, et courageuse comme aucune autre. Et toi, Viva, et moi, Charlotte, dans pas longtemps, nous serons mortes, nous qui n'avons plus rien de bien. Le matin, l'arrivée. L'enfer avait vomi tous ses damnés. C'était à eux qui nous accueillaient, et tout de suite nous avons compris pourquoi ils ne nous faisaient pas fête. Ils regrettaient les tourments d'enfer, et ils nous voyaient arriver, nous qui venions de la terre comme des gens qui savent et peuvent faire la différence, et tout de suite nous allions savoir aussi et vouloir oublier la vie. En enfer, on ne voit pas mourir ses camarades. En enfer, la mort n'est pas une menace. En enfer, on n'a plus ni faim ni soif. En enfer, on n'entend plus
En enfer, il n'y a plus d'espoir, et l'espoir est d'angoisse. Au cœur, d'où le sang se retire. Pourquoi dites-vous que c'est l'enfer, ici? Oui. Oui, et puis aucune de nous ne reviendra. Eh bien, c'est un vers de Guillaume Apollinaire. Je vous remercie d'être avec moi. Les temps sont extrêmement inquiétants. Ce qui est dingue, en tout cas, moi, je suis, depuis le 24 février, je suis littéralement branché sur la télé française, France Info. Et oui, je suis au courant, j'ai suivi toutes les élections françaises. Je me suis réjoui de la chute de Zemmour, disons-le franchement. Euh, mais ce qui est très étonnant du point de vue de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est de voir comment la politique elle est différente. Et c'est un jeu, le jeu politique français est redoutable. Et comment une certaine gauche, en tout cas, la gauche mélanchonienne, peut être déconnectée du combat féministe. C'est assez étonnant, en tout cas, de ce côté-ci de l'Amérique, de voir cela. Comment les uns et les autres s'empêtrent à relativiser. On me dira, oui, une gifle. Mais une gifle, un politicien québécois qui aurait giflé sa compagne, par exemple. Et, ben d'abord, ça aurait été impossible qu'un de ses compagnons de route le défende. Et ça aurait été la fin de sa carrière politique. C'était sans appel. Là. Et c'est là où on voit la différence quand même des mentalités. Alors donc, je vous disais, ici, la guerre en Ukraine, au Québec en tout cas, on en parle très peu dans les médias. Très, très, très peu. Tandis que dans les médias français, ça occupe. Il y a des généraux, il y a des analystes, il y a des analystes géopolitiques. Et il y a toute une intelligence qui est à l'œuvre pour essayer de comprendre. Mais on comprend bien également que toute cette intelligence n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se jouer. Et chacun se perd en hypothèses pour expliquer ce qui a pu se passer dans la tête de Poutine pour en arriver à faire ça. Comment les choses vont tourner? Est-ce que la menace nucléaire qu'il ne cesse de brandir depuis le 24 février, en un mot, il dit, si vous ne me laissez pas gagner, je casse tout. Et ça devient, quand on regarde toutes les exactions que cet homme a commis, c'est quand même un tueur de masse, de grand talent, et empoisonner ses adversaires, empoisonner des journalistes, participer au maintien en poste de cet autre sanguinaire, Bachar el-Assad en Syrie. Alors, on se dit, eh bien, si on ne comprend pas qu'on a affaire à un véritable psychopathe, je pense qu'il y a un petit problème. Et en tout cas, il nous a suffisamment donné de preuves de sa psychopathologie. Alors, il y a tout lieu de s'inquiéter. Il y a tout lieu de s'inquiéter. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors voilà. C'est tout pour ce soir. Je vous dis à demain. À demain, c'est la 11e représentation. La 11e représentation de la pièce de la performance de Fabienne Roch. Et ça suscite vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et pour cause, c'est extrêmement bien fait. Fabienne, elle offre une performance théâtrale d'une très grande qualité et c'est porté et soutenu par un texte assez exceptionnel. Alors voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi et portez-vous bien.